Allons-nous vers un apaisement des tensions au Niger? C'est la question que l'on se pose ce soir. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international. Alors que le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Tiani, a annoncé une période de transition de 3 ans pour le Niger et que le gouvernement de transition dirigé par Mohamed Lamine Zein a pris ses fonctions, la CEDEAO est montée au créneau, estimant une transition de 3 ans et, je cite, une plaisanterie donc face à laquelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest revient à la charge, brandissant des menaces d'intervention militaire aux conséquences potentiellement dramatiques pour la région. Et l'Algérie réaffirme pour sa part son attachement à une solution négociée et à une issue politique pacifique encore possible pour surmonter une situation décrite comme critique et charriant de nombreuses préoccupations dans la région et au-delà. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Omar Benberti, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue, merci. Merci d'être avec nous ce soir. Manuel Pouchelet est également avec nous. Vous êtes expert en géopolitique. Bonsoir monsieur Pouchelet. Bonsoir madame et merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous et puis nous rejoint également Michel Fayed, analyste politique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Sur le plateau, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon collègue Sofiane Baroudi, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Laura. Alors messieurs, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Cette crise au Niger fait couler beaucoup d'encre et risque de déstabiliser la région. Et sur le terrain, l'Algérie œuvre à préserver donc la stabilité du Niger. Et dans toute la région, elle déploie des efforts considérables afin de permettre une issue pacifique et politique à la situation critique, dans l'objectif d'éviter une situation de chaos que pourrait entraîner donc une intervention militaire. Alger multiplie ses efforts de médiation. C'est d'ailleurs l'objet de la tournée du chef de la diplomatie algérienne au Nigeria, au Bénin et au Ghana, pays membres de la CEDEAO. Ahmed Attaf est chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il a donc entamé des consultations sur les moyens de faire face à la crise nigérienne avec ses homologues africains. Je vous propose d'abord de l'écouter. Après son entretien avec son homologue nigérien, on en parle juste après. Il est naturel que la crise au Niger soit au cœur de cette visite. Pour ce qui est des consultations que j'ai eues avec mon homologue nigérian, M. Youssouf Tougar, en prenant en compte tous les aspects de la crise, ses répercussions et ses conséquences dépassent de loin ce pays voisin. Pour chacun de nous, et dans ce cadre, nous nous sommes entendus en particulier sur la nécessité de coordonner les efforts de nos pays respectifs, notamment l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue Bola Tinubu, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, avec pour objectif impulser l'élan régional et international et encourager tout le monde à se réunir autour du processus politique pour régler la crise au Niger. Omar Benberti, l'Algérie déploie des efforts considérables en multipliant donc les initiatives de médiation dans l'objectif de maintenir la paix dans la région. Quelle est votre lecture ? Je crois que c'est une pratique tout à fait naturelle et normale pour ce qui concerne un pays comme l'Algérie, d'autant que le Niger est frontalier de notre pays, donc ça fait partie de ses prérogatives et de ses inquiétudes, bien entendu. Dans un deuxième temps, l'Algérie a une tradition de négociation, de médiation relativement bien installée, qui fait qu'elle a le devoir d'intervenir dans cette affaire. Mais cela n'empêche pas de dire que c'est la traduction d'un échec. C'est l'échec de l'Union africaine. Parce que si l'Union africaine avait joué son rôle de manière objective, probablement que l'Algérie n'aurait pas eu à intervenir de cette manière. Maintenant, les efforts louables que développe M. Attaf, le ministre des Affaires étrangères, il commence par le Nigeria, bien entendu, puisque c'est à partir du Nigeria que devrait, d'après ce que l'on a entendu dire de la réunion des chefs d'état-major à Accra, c'est à partir du Nigeria que devrait s'opérer l'agression, parce que ce n'est même pas une intervention. Nul pays n'a le droit, nulle organisation n'a le droit d'intervenir comme ça dans les affaires intérieures d'un pays. Mais toujours est-il que l'Algérie est dans son rôle et je crains qu'elle ait pris un peu le train en retard parce que
les évolutions qui se font jour sont de plus en plus inquiétantes. Il est évident que le plus grand souhait que puissent avoir tous les pays de la région, ce serait que la paix s'installe et que la négociation, la diplomatie, le dialogue puissent résoudre cette crise. Très bien. Manuel Pouchelet, vous rejoignez un petit peu l'avis de M. Benbarti ? Oui, tout à fait. Moi, je vais même le compléter. Je vais vous dire une chose. On est quand même dans une organisation, si vous voulez, économique, la CEDEAO. Et forcément, ils n'ont pas forcément les bonnes armes pour la diplomatie, puisque la diplomatie est un savoir-faire qui est très particulier. Mais nous l'oublions pas aussi, vous avez au sein de cette CEDEAO, et c'est peut-être là qu'est aussi l'enjeu de la négociation, vous avez un mélange de pays anglophones et francophones, donc forcément qui n'ont pas été, qui ne sont pas rompus, si vous voulez, aux mêmes techniques de négociation et d'écoute. Et donc forcément, c'est ce qui complique la chose, tout comme d'ailleurs la multiplication des partenaires au sein de cette organisation. Vous savez, ça me fait un petit peu penser à ce qu'on a pu voir il y a quelques années au sein de la Ligue arabe, au moment où la Syrie a été expulsée de cette organisation et qui est revenue en grâce il y a quelques mois. Donc souhaitons, si vous voulez, la négociation, et comme le dit le proverbe africain, aller lentement n'empêche pas d'arriver. Le temps est à la négociation, mais n'oublions pas que sur place, on a quand même une population qui est exposée, on a des djihadistes qui s'organisent, mais j'allais le dire de manière peut-être un peu simple, et veuillez m'en excuser, ne confondons pas non plus vitesse et précipitation. Nous sommes dans des pays où la négociation est au cœur d'une stratégie qui s'avère longue, et je pense qu'il faut que l'on comprenne que ce temps long est nécessaire, et la diplomatie a besoin de temps long pour bien écouter toutes les parties en présence, négocier entre elles, dialoguer entre elles, et je pense qu'il faut féliciter cette médiation algérienne qui est celle d'un continent, et cela fait plaisir de voir qu'il y a une initiative, on va dire, régionale pour trouver une solution qui sera forcément nettement mieux adaptée que éventuellement les interférences occidentales ou autres immixtions en tout cas. Manuel Pouchelet, on reste avec vous. Beaucoup de voix s'élèvent et expriment donc des craintes relatives à une intervention militaire dans la région. Pensez-vous qu'une issue politique est encore possible au Niger ? L'issue politique, de toute façon, elle doit être envisageable. L'intervention militaire, si vous voulez, le président Mitterrand l'avait dit en son temps, c'est quand on a, si vous voulez, épuisé toutes les solutions de négociation. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, a été très clair sur la question. Ce serait un désastre s'il y avait une intervention militaire. D'ailleurs, la CEDEAO, dans son histoire, a fait des interventions militaires avec les résultats que l'on connaît. Maintenant, pourquoi une intervention militaire en espérant que cela rétablisse le droit? Mais moi, personnellement, je n'y crois pas spécialement. Au contraire, ça risquerait d'attiser des tensions, puisque vous avez quand même des pays comme le Burkina Faso qui s'y est opposé, qui fait même des menaces, ainsi que le Mali. Donc, si vous voulez, ça risquerait d'avoir des conséquences incalculables aussi sur la stabilité régionale dans un premier temps, mais aussi sur la stabilité et quid de cette organisation qui, ne l'oublions pas, a aussi, et peut-être une médiation serait possible par le biais de l'ONU, puisque l'ONU avait été déjà sollicitée dans le passé pour négocier. Est-ce que l'ONU serait également utile ou une partie prenante intéressée sur la question? Moi, j'allais dire oui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, la CEDEAO a toujours affirmé qu'elle allait déployer des soldats depuis maintenant bientôt 3 semaines, et on attend toujours le résultat qui ne vient pas. Donc, si vous voulez, ce qui est rassurant dans cette affaire, c'est que le temps est à la négociation. Laissons le temps au temps, parce que malheureusement, on est dans une société aujourd'hui où l'on souhaite que tout aille vite, pourquoi pas trop vite. Mais je pense que le temps de la négociation des diplomates est celui que l'on ne voit pas, et c'est ce qu'il faut communiquer aux téléspectateurs. Et forcément, il est difficile de pouvoir vous annoncer des délais et des résultats, puisqu'il faut que les parties prenantes de cette organisation soient toutes consultées. Il y a quand même 15 pays à voir, ce qui est long. Très bien. Michel Fayad, une issue politique est encore possible selon vous ? Oui, je pense que la solution politique est toujours possible parce que, vous savez, la CEDEAO, elle repose sur le Nigeria. Et le problème, c'est que le Nigeria et le Niger, ce sont 2 États, mais c'est la même nation. Et c'est pour cela que je ne vois pas d'intervention militaire. Je prends peut-être le risque de le dire, mais je ne la vois vraiment pas venir. Parce que une intervention militaire signifierait des mouvements de population, des migrants nigériens se déferler, avant même de déferler sur l'Europe, déferler sur le Nigeria. Parce qu'il y a des familles entières qui vivent des 2 côtés. Il y a des gens qui sont nés au Nigeria, qui vivent au Niger, des gens qui sont nés au Niger, qui vivent au Nigeria. Vraiment, ça serait un drame absolu pour les 2 pays. Et le Nigeria ne pourrait pas supporter des millions de Nigériens venant chez lui. Mais sur l'Algérie, je pense que l'Algérie
est un pays qui est assez intelligent et mature. Et je crois que l'Algérie a compris que ce qui se jouait ressemble pas mal à en fait, ce qui s'est passé à Suez en 1956, lorsque les Anglais et les Français voulaient taper sur Abdel Nasser et que les Américains et les Soviétiques, en pleine guerre froide, se sont entendus pour se débarrasser et des Anglais et des Français. Et en fait, aujourd'hui, vous savez, au Niger, il y a la plus grande base militaire des États-Unis en Afrique. On parle des 1500 soldats français, mais franchement, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la plus grande base militaire américaine. Et il y a, comme vous le savez, la volonté de Wagner de s'installer dans le pays, donc les Russes. Donc, qu'il y ait un affaiblissement de la France au Niger et même qu'elle en soit expulsée, servirait l'intérêt des deux. Donc, il y a cet aspect-là à voir et je pense que l'Algérie, comme en fait, a compris que ce qui se jouait ressemble à Suez en 1956 et que donc il y a peut-être un rôle à jouer dans la nouvelle situation qui va avoir lieu. Très bien, Sofiane Baroudi, je me tourne vers vous. Vous rejoignez un petit peu les propos de M. Fayed? Je pense que le rôle algérien est très important dans le sens où il ne s'agit pas juste d'une médiation, si vous voulez, avec les États d'Afrique de l'Ouest, même si ce pas est très important et qu'il vient à un moment qui est un moment critique. Et à mon avis, ça pourra ramener des résultats importants, notamment avec le Nigeria, qui a le gros poids, si vous voulez, de la CEDEAO et aussi de la zone Afrique de l'Ouest. Il y a aussi le fait que l'Algérie bénéficie d'une crédibilité importante vis-à-vis des opinions publiques et des populations de la région. Il faut se rappeler aussi qu'il y a, si vous voulez, une effusion ou alors une manifestation des masses populaires dans le paysage politique qui est très importante et c'est un facteur qui est à prendre en considération parce qu'il y a aussi un mouvement de mécontentement très important par rapport déjà à, si vous voulez, à la présence étrangère qui n'est plus voulue dans cette région, notamment au Mali, au Burkina Faso et maintenant au Niger. Et il y a aussi une volonté de changement profond et un processus démocratique qu'il va falloir accompagner d'une façon ou d'une autre. Et l'Algérie, en plus de bénéficier d'une crédibilité diplomatique, on va dire historique, au vu d'un certain savoir-faire en matière de médiation, bénéficie, si vous voulez, aussi à bonne presse avec les peuples de la région. Et je pense que c'est un facteur qui pourrait être déterminant pour éviter justement une région qui souffre déjà de beaucoup de problématiques endémiques, notamment, et ça a été évoqué, le fléau terroriste, qu'il s'agit justement de combattre, et aussi à la pauvreté endémique qui risque d'être approfondie, malheureusement, notamment par les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO contre le Niger, qui fait face déjà à une situation de précarité. Je pense que les initiatives, parce qu'il y a plusieurs initiatives algériennes qui sont prises, que les initiatives algériennes sont à la fois nécessaires dans ce moment-là, parce qu'il s'agit d'une responsabilité historique vis-à-vis de la région, mais qu'elles peuvent aussi être des initiatives salutaires pour l'avenir de la région. Très bien, alors Ahmed Attaf n'est pas le seul diplomate algérien à être en mission diplomatique. Il faut savoir que le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounes Maghraman, est à Niamey pour rencontrer des personnalités hauts responsables nigériens. C'est un indice d'engagement côté algérien pour trouver une solution de sortie de crise. Sofiane Baroudi, on reste avec vous. Concrètement, que faut-il faire pour trouver une issue à cette crise, évitant à la région donc déjà fragilisée de basculer dans le chaos? Déjà, le plus important, c'est de maintenir le cap des discussions et des négociations, et aussi de maintenir, si vous voulez, un horizon de résolution politique de la crise qui est possible, parce qu'en dernière analyse, l'objectif, y compris de la menace belliciste qui est brandie par la CEDEAO et par d'autres acteurs, est un objectif politique et non un objectif militaire. L'objectif affiché, c'est la restauration, si vous voulez, la restauration du président déchu, mais aussi le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc cet objectif, qui est un objectif purement politique, nécessite des moyens politiques qui sont encore possible, si vous voulez. Il s'agit juste d'associer un maximum d'acteurs dans cette voie-là, et notamment d'associer les acteurs nigériens eux-mêmes, parce qu'en dernière analyse, ça sera une question de légitimité plus qu'une question de légalité. Il s'agit de maintenir un processus démocratique qui a été difficilement acquis au Niger. Il s'agit à la fois de maintenir et de le redynamiser, c'est-à-dire d'associer un maximum d'acteurs de la société civile, d'acteurs politiques au Niger, mais aussi dans la région, parce qu'il y a, si vous voulez, une interpénétration, alors une imbrication très importante, vu que le Niger est au centre d'intérêts géostratégiques et géopolitiques de première importance. Et donc, l'horizon nécessaire et l'objectif prioritaire, c'est de restaurer, de maintenir un dialogue qui est un dialogue vital.
Très bien, Michel Fayad, que faut-il faire pour une sortie de crise? Je pense que la sortie de crise est assez compliquée parce que, vous savez, aujourd'hui, les militaires ont pris le contrôle et pour eux, c'est très important de conserver ce contrôle parce que cela fait 10 ans en fait que le budget militaire dans la région et au Niger compris a été multiplié par 5 pour combattre le djihadisme justement. Et par conséquent, les militaires au Niger se sont habitués à disposer d'un budget conséquent avec malheureusement la corruption qui va avec. Donc il y a des appels d'offres qui n'en sont pas, il y a des livraisons qui ne se font pas, il y a des surfacturations. En fait, on pense que c'est d'ailleurs la principale raison interne du putsch qu'il y a eu. Et donc il paraît très peu probable que les militaires donc acceptent de faire un pas en arrière. Aujourd'hui, ils sont là, ils veulent rester. Et c'est pour cela que ces derniers jours, il y a des rumeurs qui commencent à enfler, comme quoi l'ancien président, donc Issoufou, serait d'accord avec la junte et essaierait de s'accommoder avec la junte. Donc, parce que je pense qu'il sait qu'il n'y aura pas vraiment de recul en arrière. D'ailleurs, l'Union africaine a suspendu le Niger, il ne l'a pas exclu. Donc, d'un certain point de vue, il a légitimé un peu l'existence de cette nouvelle situation au Niger, mais pour le moment ne veut pas totalement la reconnaître non plus. Mais comme tout à l'heure votre autre invité l'a dit, on peut voir le scénario de la Syrie se reproduire, donc une Syrie qui est suspendue et quelques années après qui est réintégrée. Mais en fait, il faut aussi ne pas oublier que dans cette région de l'Afrique, il y a eu en 2 ans 6 coups d'État. Et les 6 coups d'État ont été faits, encore une fois, par ces militaires. Et ces militaires qui ont, comme je dis, des budgets colossaux et qui leur apportent une puissance financière très importante. Rappelons que le président Bazoum, donc le président déchu du Niger, avait limogé le chef d'état-major, donc le général Modi, en mars ou en avril dernier. Et les rumeurs étaient qu'il voulait limoger donc le général Tiani, qui est le numéro 1 de la junte. Et d'ailleurs, le général Modi, qui avait été limogé donc en mars-avril, est aujourd'hui le numéro 2 de cette même junte. Donc je vois vraiment très peu de chances que ces militaires fassent un pas en arrière. Alors justement, le chef de la diplomatie algérienne est attendu au Bénin et au Ghana pour poursuivre donc cette médiation. Ahmed Attaf a évoqué un plan en 4 points, garantissant donc un apaisement de la situation dans le respect de la légalité, en coordination donc avec le Nigeria, avec les pays de la CEDEAO. On l'écoute. Et dans ce sillage, le président Abdelmadjid Tebboune croit avec abnégation que le champ est encore ouvert pour réaliser ce noble objectif. Il a mis en place une vision claire pour résoudre cette crise. Il a plaidé avec fermeté et détermination, que ce soit dans le fond ou la forme. C'est la solution qui garantit d'abord le respect total du cadre légal africain, qui prévient et refuse tout changement anticonstitutionnel des gouvernements. C'est la solution qui garantit deuxièmement le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. C'est la solution qui garantit troisièmement la préservation des acquis réalisés par le Niger durant la décennie précédente dans le cadre du renforcement des fondements démocratiques dans ce pays frère. C'est la solution quatrième et dernière qui évite au Niger et à toute la région les dangers d'une intervention militaire étrangère qu'on ne peut pas prédire et dont il est difficile de cerner les conséquences. Michel Fayad, avant de vous libérer, quelles seraient les modalités concrètes pour l'accompagnement de cette initiative permettant donc à la région d'éviter un éventuel embrasement? Vraiment, les choses sont très, très incertaines. Et encore une fois, j'aimerais dire une chose qui est l'aspect économique de ce conflit, parce que, vous savez, la veille du putsch, le lendemain du putsch devait se faire le Conseil des ministres où on devait créer Petro-Niger. Et aujourd'hui, le pétrole est l'essentiel des revenus du Niger. Donc, le Niger mise sur cette manne financière
et pour en fait développer son pays. Rappelons une chose qui est très importante. Le Niger a une moyenne d'âge au niveau de sa population de 15 ans. Il y a 55% des enfants qui ne sont pas scolarisés et la moitié de ceux qui sont scolarisés ne sortent pas, en sortent analphabètes. Donc il y a une crise majeure et vraiment, je suis très content de voir les initiatives, mais sincèrement, je pense qu'il faut composer avec la junte parce que c'est le seul moyen de sortir le pays avec le moins de problèmes possible. Très bien, merci. Merci d'avoir été avec nous, Michel Fayed. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Je me tourne vers vous, Omar Barti. Quelles seraient donc les modalités concrètes pour l'accompagnement de cette initiative ? Je crois qu'il faut remettre l'accent sur un aspect qui est relativement mis de côté, mais de manière insidieuse, c'est la dimension. Il est important de comprendre que ces pays qui interviennent dans cette région, si vous parlez de la CEDEAO, nous savons pertinemment qu'est-ce qui se cache derrière la CEDEAO. La CEDEAO en tant que telle est d'abord une communauté économique, elle n'a strictement rien à voir dans les affaires politiques. Et donc la situation économique est un déterminant important, fondamental, qui fait que ça justifierait les interventions en Irak. Alors il semblerait que nous ayons un petit problème de connexion avec Omar Barti. Je reviens vers vous, Manuel Pouchelet, avec la même question. Vous savez, les organisations économiques montrent de très sérieuses limites au niveau politique et diplomatie, et voire même engagement des forces. Bon, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Même nous, en Europe, actuellement, avec la crise en Ukraine, on le voit bien, l'Union européenne est en train de connaître de grosses difficultés, mais rappelons-le, c'était aussi une organisation avant tout économique. Maintenant, derrière l'économie, dans ces pays de la CEDEAO, il y a des liens qui sont forts, mais en même temps, vous avez aussi des carences en termes d'infrastructures qui font que les échanges sont aussi compliqués. Après, je l'avais souligné tout à l'heure, vous avez aussi une cohabitation culturelle qui est importante entre les pays. Je vous ai dit entre des pays qui sont anglophones avec des pays francophones, mais aussi vous avez des racines culturelles qui sont encore plus profondes avec des peuples au nord qui sont principalement nomades et puis des peuples aussi que vous avez qui sont sédentaires. Donc si vous voulez, tout ça complique un petit peu les capacités de négociation des émissaires que vous envoyez sur place, puisque chacun a son approche culturelle. Je rappelle aussi, tout à l'heure, un de vos invités l'avait précisé, la conférence de Berlin avait finalement fait des frontières complètement artificielles. Donc si vous voulez, quelque part, ce sont des pays qui se connaissent au niveau des langues, au niveau des cultures. Donc c'est ce qui va, à mon avis, favoriser. Maintenant, une chose est sûre. Tout à l'heure, je vous ai parlé du temps long, mais en même temps, il va falloir prendre de court ce qui est une menace dans ces pays, on va dire, émergents, c'est la mise en place d'un État alternatif. Alors, je tire cette expression des Américains pour les avoir côtoyés pendant de nombreuses années. L'État alternatif, c'est celui qui va se substituer à l'État de droit. Et c'est là qu'est le danger. Et ça, c'est le savoir-faire, des actions terroristes. Vous avez des personnes, la population, vous savez, ne mord jamais la main qui l'alimente. Il suffit que ces personnes-là mettent en place un État alternatif, c'est-à-dire protéger la population, la nourrir, et puis en même temps lui proposer la sécurité, mais il y a quand même du racket. Maintenant, le Niger, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte dans cette approche que nous avons ce soir, ce sont des pays qui ont des dimensions énormes, et c'est difficile de pouvoir traverser ces distances dans un court instant, puisque entre le nord du pays et le sud du pays, d'ailleurs c'est marqué sur les drapeaux, vous regardez les codes couleurs de ces drapeaux, ça veut bien dire les zones oranges, je pense notamment à la Côte d'Ivoire, tout ce qui est zone sèche, et puis la zone verte qui est la zone dite humide, et puis le blanc qui est toujours l'unité du pays. Quand vous regardez cette symbolique du drapeau, je pense que cela répond à la question que vous m'avez posée. Il est temps que aussi bien le vert que l'orange se rencontrent et négocient en tout cas. Très bien, alors se joint à nous à présent Jonathan Batengwene, spécialiste en géopolitique africaine. Vous êtes en direct de Douala, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Alors nous évoquions la médiation algérienne donc au Niger, on voudrait votre avis sur la question. La médiation algérienne, elle est tout à fait normale et naturelle. Pourquoi naturelle? Parce que d'abord, l'Algérie, c'est la Mecque des révolutionnaires.
Et nous considérons toujours ce qui s'est passé au Niger comme étant un coup révolutionnaire. J'insiste sur la notion de révolution parce que il y a un marketing politique qui consiste à vendre cette action comme étant un coup d'État. C'est différent. C'est différent. Quand vous regardez ce qui s'est passé à Cuba dans les années 60, on parle de la révolution castriste. Eh bien, ce qui s'est passé à Niamey, c'est également une révolution. Alors, si vous êtes dans la perspective révolutionnaire, vous comprenez que Alger, qui a d'abord interdit son ciel à l'armée française, est également dans cette perspective révolutionnaire parce que Alger sait le mieux ce que c'est que la révolution. Ayant payé par le sang des dignes fils et filles de l'Algérie, sa révolution qui lui a permis de devenir un État indépendant et souverain. Donc, Alger connaît de quoi il est question. Alger, en se présentant comme médiateur, Alger ne se bat pas seulement pour le Niger en tant qu'État, mais se bat pour une idée qui dépasse de loin le simple Niger. Et cette idée, c'est l'idée de l'indépendance, c'est l'idée de la souveraineté. D'ailleurs, Alger, c'est un des pays qui pense que nous devons adhérer au monde multipolaire. Donc, lorsque l'on parle de la médiation algérienne, on parle beaucoup plus du travail de l'Algérie en tant que pays révolutionnaire pour faire accepter auprès d'un certain nombre de pays, notamment les pays comme le Nigeria, qui sont des pays sous la coupe des États-Unis, dirigés par, je sais que ça n'est pas très apprécié, mais il faut le dire, par un narcotrafiquant, M. Tinubu. Et ce genre de pays est généralement le genre de pays qui utilise les puissances impérialistes pour davantage asseoir leur autorité en Afrique. Donc, l'Algérie est venue faire comprendre aux autorités nigérianes que leur perspective de guerre, qui est tout à fait illégale et illégitime au Niger, ne mérite pas d'être poursuivie. Très bien. Et l'Algérie, qui a également prévenu l'ensemble de ces pays, vient aussi leur faire comprendre que la perspective dans laquelle le Niger est inscrite est une perspective plutôt salutaire. Donc, l'Algérie se prête là également comme le porte-voix de ces pays révolutionnaires qui ont cette optique en Afrique. Et dans cette lancée, vous avez des pays comme le Mali, que l'Algérie avait déjà soutenu, le Burkina Faso et maintenant le Niger. Très bien. Alors la crise au Niger, il faut savoir qu'elle n'est pas sans conséquences. C'est une intervention militaire rejetée massivement par les peuples de la région dans un panorama marqué déjà par d'innombrables crises, à l'instar du fléau terroriste ou encore de la pauvreté endémique, malheureusement approfondie donc pour le cas du Niger par les sanctions économiques prises à l'encontre de Niamey. Sofiane Baroudi, vous les évoquiez tout à l'heure. Alors que le CNSP et la CEDEAO campent sur leur position, peut-on dire, Sofiane, que ça éloigne les chances de trouver un compromis politique et diplomatique? On va dire qu'il est très important de trouver un compromis politique et pacifique à la crise, vu que l'objectif déjà au préalable, c'est un objectif politique. Après, il y a des risques sérieux sur la région parce qu'une intervention militaire aura des conséquences incalculables, comme ça a déjà été évoqué, comme ça a été mentionné dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères algérien. Il y a surtout les défis très importants, des défis capitaux à relever, notamment la prolifération de groupes terroristes dans la région qui risquent justement d'être dynamisés éventuellement par une solution qui serait belliciste. Il y a aussi un risque, si vous voulez, d'un conflit qui serait un conflit très élargi, vu que Ouagadougou et Bamako ont déjà annoncé qu'ils soutiendraient Niamey contre toute velléité d'agression. Il y a aussi des intérêts internationaux qualifiés d'impérialistes très importants dans la région qui risquent d'être de plus en plus agressifs parce qu'il faut rappeler aussi que le Niger est vraiment un épicentre et un enjeu géostratégique de grande importance. Et il y a surtout une souffrance, celle de la population au Niger et dans la région qui risquerait d'être aiguisée parce que je rappelle que malheureusement les pays de la région font partie des pays les plus pauvres du monde, que les solutions de développement peinent à venir, peinent à se ressentir et c'est justement l'une des sources de la colère populaire qui est très grandissante. Et une des solutions qui a toujours été préconisée par l'Algérie, et d'ailleurs récemment par de nouvelles initiatives, y compris pour combattre le fléau terroriste, c'est justement de promouvoir et de soutenir le développement économique de la région qui est nécessaire
nécessaire et qui sera la seule voie salutaire. Après, la solution politique, de toute façon, on devra y aller. Ce sera le cap, et c'est le cap qui est, y compris, si vous voulez, défini même par la CEDEAO. Et donc, une solution militaire ne pourra que compliquer l'équation et faire sombrer le continent africain tout entier dans une crise aux conséquences catastrophiques et incalculables. Et on a déjà, si vous voulez, des exemples qui ont démontré l'incapacité d'atteindre des objectifs politiques par des solutions militaires et aussi la complexification qui est engendrée par les interventions militaires. Et tout le monde cite l'exemple de la Jamahiriya libyenne, justement, qui a été détruite et dont la destruction engendre une situation chaotique pour toute la région dont on ressent encore les conséquences plus d'une décennie après. Omar Benberti, le désaccord entre le CNSP et la CEDEAO risque d'entraver un petit peu le dialogue? Le dialogue, il est déjà entravé entre la CEDEAO et entre le Comité national du Mali, du Niger. Il est déjà entravé parce que la CEDEAO a dès le début manifesté une volonté belliciste d'attaquer ce pays et de mettre en œuvre tout un tam-tam préparé par les aficionados de cette CEDEAO qui préconise une agression militaire. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on remette au cœur de ce débat qui est très important, et c'est pourquoi l'Algérie intervient. Du reste, c'est les enjeux économiques. Les enjeux économiques, tout à l'heure, j'ai entendu des éléments de langage qui sont relativement explicatifs de cet état d'esprit que l'on retrouve en Occident. Quelqu'un parlait de djihadistes, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes, premier point. Quelqu'un parlait de junte, ce n'est pas une junte, ce sont des militaires, deuxième point. Troisième point, on expliquait que la situation a rappelé le fait du canal de Suez, mais le canal de Suez, c'était une réappropriation d'un bien. Et actuellement au Niger, ce qui se passe, ce n'est pas le pétrole qui est l'enjeu principal. Le Niger est d'abord connu comme étant un pays producteur d'uranium. Les chiffres sont falsifiés, bien entendu, puisque c'est seulement la France qui exploitait cet uranium. Et on ne veut pas accepter dans le camp occidental que c'est une intervention qui est programmée par ce camp lui-même, de la même façon qu'ils sont intervenus en Irak, en Libye, en Syrie et bien entendu maintenant en Afrique. Ils ont des éléments pour essayer de faire fonctionner cette situation. Mais lorsqu'on voit le Mali, lorsqu'on voit le Burkina Faso, lorsqu'on voit la Guinée, lorsqu'on voit l'Algérie, bien entendu, ce sont des pays qui développent des actions pour asseoir une souveraineté, et le seul socle pour asseoir une souveraineté face à des pays qui n'ont dans leur pratique politique que la force pour vous écraser, c'est de développer sa propre force. Si le Niger, le Mali et le Burkina Faso aujourd'hui développent leur force militaire, comme l'a fait l'Algérie, personne ne touchera à ces pays-là. Et quand bien même ils le feraient, ils recevront une sacrée déculottée. Donc il faut quand même que les choses soient claires. Et l'enjeu économique expliquerait en grande partie l'acharnement qui est développé par la CEDEAO, entre guillemets, parce que ce n'est pas la CEDEAO qui parle, pour agresser ce pays militairement. Parce qu'il y a eu des coups d'État au Mali, il y a eu des coups d'État en Guinée, il y a eu des coups d'État constitutionnels, n'en parlons pas, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça, c'est pas la recherche politique qui est en cause. C'est la prise en charge des ressources de ce continent. Or, il se trouve, et je terminerai là-dessus, que le continent africain devient un enjeu économique primordial. Et l'Occident fera tout pour ne rien lâcher de ce continent. Alors Jonathan Batengwene, l'Occident ne fera tout pour ne rien lâcher de l'Afrique? Monsieur Omar Benberti qui a eu les mots justes pour décrire la situation. Déjà, il n'y a pas de jeunes, je suis d'accord, c'est des militaires. Et tout le narratif qu'il a développé est de nature à décrire ce qu'est véritablement la situation. Les enjeux sont effectivement économiques. Le Niger, c'est les enjeux de demain. Les terres rares. Parmi les terres les plus rares, on les trouve dans le Sahel, en grande partie également. Donc, demain, ce qui se joue, c'est la course aux nouvelles technologies. Et tout le monde veut avoir la main sur les zones d'approvisionnement des matières premières de ces éléments impériaux pour la course aux nouvelles technologies. La fameuse source d'eau
d'eau douce qui coule depuis l'Algérie et qui redescend jusque dans le Sahel, ça passe également par le Niger. Il faut le contrôle. On a vu l'Allemagne qui disait qu'elle voulait contrôler cet enjeu-là. Et d'ailleurs, l'Allemagne a tout fait pour avoir une base militaire qui est devenue la base de représentation des forces coordonnées de l'Europe au niveau du Niger, parce qu'il n'y a pas qu'une seule base. Il n'y a pas que la base française et les bases, il n'y a pas que les bases françaises et les bases états-uniennes sur le territoire du Niger. Il y a aussi les bases européennes. Pourquoi c'est là? Parce qu'il faut le contrôle de ces ressources. Il y a également les enjeux avec les énergies solaires. L'énergie solaire, le Niger, c'est un des versants du Sahara. Donc, il faut avoir un contrôle sur le Sahara qui représente un enjeu énergétique important. Il y a également le pétrole, parce qu'on parle beaucoup de l'uranium. Il y a le pétrole. On sait que l'uranium nigérien est un uranium très précieux par sa qualité au niveau mondial. C'est même un uranium qui, selon les experts, dépasse de beaucoup l'exploitation de certains gisements dans le monde par la quantité et la qualité de l'uranium qui sort de là. Donc, rien que par ça, on sait que les enjeux sont économiques. Et la France, qui tend à minimiser sa dépendance vis-à-vis du Niger, la France sait que si ces centrales nucléaires tournent en grande partie, c'est grâce à l'uranium du Niger. On parlait de 38% des origines de l'uranium français, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est beaucoup plus que simplement 38%. Donc, il y a ces enjeux économiques qui sont également présents. Et quand vous parlez de la médiation algérienne, l'Algérie a un gazoduc qui va passer par le Niger, qui revient de la partie nigériane pour passer par le Niger et remonter sur l'Algérie. Donc, ces enjeux économiques sont des enjeux économiques de demain. Et ces enjeux économiques pressent tous les acteurs. Donc, même quand l'Algérie y va, au nom d'abord de cette solidarité révolutionnaire, l'Algérie a conscience qu'il y a un enjeu immédiat, c'est le gazoduc qui passe par là. Il y a également cette route, ce transafricain qu'on est en train de construire avec des tronçons sur l'ensemble des sous-régions. Il y a le tronçon qui relie la sous-région Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Dakar, qui va relier Dakar au Caire, mais qui va passer par Alger. Et ce tronçon-là passe également par le Niger. Donc les enjeux économiques sont importants actuellement au Niger. Et pour les puissances occidentales, il faut contrôler l'ensemble du Sahel parce qu'il y a toutes ces ressources-là. Il y a l'or, il y a l'uranium, il y a l'eau, il y a le lithium, il y a les terres rares. Et si ces puissances ne contrôlent pas ces ressources, demain, le marché de ces ressources risque leur échapper. Et ces puissances risquent d'être déclassées dans la course technologique. Les enjeux économiques sont énormes. Seulement, qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend des idées farfelues, des idées politiques du genre, c'est la démocratie, la continuité de l'ordre constitutionnel. Excusez, je vais revenir sur l'élément continuité de l'ordre constitutionnel. Mais qu'est-ce que l'ordre constitutionnel? On a affaire avec des intellectuels tirés par les cheveux en Occident qui nous disent que l'ordre constitutionnel, c'est un individu. Le président de la République n'est pas l'ordre constitutionnel. Il faut arrêter avec ce genre d'analyse. L'ordre constitutionnel, c'est le respect d'une constitution. La constitution du Niger condamne M. Bazoum qui a fait appeler les forces étrangères sur son territoire sans convoquer un référendum comme c'est stipulé dans la constitution. Rien que par cet acte, il a lui-même rompu l'ordre constitutionnel. Donc c'est lui qui était en marge de l'ordre constitutionnel. C'est lui qui avait violé la constitution. Les militaires, et quand vous lisez tous les experts, on vous dit que les militaires sont le Conseil constitutionnel en dernier recours dans le cadre du respect de la Constitution au Niger. Donc, les militaires sont dans la continuité constitutionnelle et Bazoum, lui, il était dans la rupture de l'ordre constitutionnel. Vous voyez qu'il y a un travestissement de la conception juridique, de l'ordre juridique. Très bien, M. Batengwene. Non, je faisais juste une parenthèse là-dessus pour revenir au fait qu'on travestit les véritables enjeux qui sont économiques en utilisant des pseudo-arguments comme ceux-là qui sont tirés par les cheveux. Par les cheveux. Très bien. Les pays ouest-africains évoquent l'activation de la force en attente, ce qui a suscité beaucoup de craintes relatives à une intervention militaire imminente.
Manuel Pouchelet, qu'est-ce que c'est concrètement que cette force en attente ? Une force en attente, c'est-à-dire c'est une force qui s'est mobilisée et qui est en mesure d'être déployée. Maintenant, au regard de la situation actuelle, pour déployer une force sur le terrain, il vous faut des moyens logistiques. Et sans ces moyens logistiques, le général Eisenhower l'avait très bien dit au moment du débarquement, sans les logisticiens, je ne peux rien faire. Mais je pense que c'est ici qu'il manque les vecteurs, on va dire, de transport. Hein. Même les pays occidentaux en manquent des vecteurs pour transporter leurs troupes. Donc c'est pour vous dire que pour l'instant, je pense que le temps militaire n'est pas encore à l'action, il ne le sera pas puisque M. Lavrov l'a déconseillé. Le temps est toujours à la diplomatie. Maintenant, ils sont peut-être aussi, ces pays-là, le temps de mobiliser les hommes, le temps de... Vous savez, préparer une opération, c'est long. Il y a énormément excusez-moi des mots, mais il y a beaucoup de cibles à définir et d'objectifs à définir. Et vous savez, ce sont des pays qui se connaissent et je pense pas que ce soit de bon ton de lever une force et d'intervention dans un pays qui est frère finalement. Et c'est là que va être le problème, parce que vous savez, un militaire, il est aux ordres du politique avant tout. Et ça, il faut bien qu'on en prenne conscience. Et vous allez avoir un contingent qui va arriver, qui va vouloir s'interposer, mais il va s'interposer contre qui ? Et pour faire quoi ? Le problème, c'est déjà, avant d'engager une force militaire, il faut qu'il y ait des éléments de langage, il faut qu'il y ait également des objectifs bien définis, et tous vos intervenants ce soir l'ont rappelé. Il y a aussi cette notion, n'oublions pas, on est quand même sur un État souverain. Donc à ce moment-là, on parle d'immixtion et de grave immixtion. Je vous ferai remarquer que ça divise aussi, entre guillemets, ce qu'on appelle les Occidentaux, puisque je vous ferai remarquer que les Américains, qui ont pourtant une forte présence à Agadez, pour l'instant ne bougent pas, mais en backstage, en coulisses, ils ont quand même l'Africom, hein, qui est un commandement africain où il y a des forces militaires américaines qui sont positionnées sur tout le continent africain, qui elles sont en mesure éventuellement d'appuyer en cas de problème. Mais maintenant, une chose est sûre, un militaire, il est aux ordres des politiques. Si le politique ne lui donne pas le feu vert, il ne bougera pas. En attendant, le temps est au préparatif, à la vérification des matériels, au rassemblement des matériels et également au déploiement de vecteurs logistiques. Si vous n'avez pas de vecteurs logistiques pour se déployer sur le terrain, je rappelle que le terrain commande, et je le disais tout à l'heure, ce sont des pays qui ont des territoires immenses et forcément, c'est une opération qui va se mener sur le long terme si tant est qu'elle se déclenche. Mais justement, Manuel Pouchelet, quelles seraient les conséquences d'une éventuelle intervention militaire ? Les conséquences, elles vont être incalculables. Soyons honnêtes, tous vos invités l'ont dit ce soir, et moi j'appuie ce qui a été dit ce soir. Ça va avoir des conséquences de déstabilisation qui vont faire encore une fois tache d'huile. On l'a vu avec le conflit libyen, avec l'intervention franco-britannique. Justement, est-ce qu'on peut s'attendre là aussi à une intervention française ? Pour l'instant, moi je pense que la France, pourtant moi qui connais très bien le milieu, elle est comment dire, elle recueille entre guillemets le renseignement de terrain. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais on a des éléments qui sont prépositionnés au Tchad, et moi j'ai peur que ensuite ça gangrène le pays voisin qui est le Tchad, où je rappelle les déclarations quand même entre guillemets, excusez-moi, un peu maladroites du président Déby, donc le fils d'Idriss Déby qui est au pouvoir, qui a donné soi-disant des rendez-vous pour régler le compte aux troubles faites dans la région, si vous voulez. Moi qui connais bien l'armée tchadienne, c'est une armée qui est respectable et respectée dans la région. Maintenant, je pense qu'il faut laisser les Africains l'initiative de trouver une solution, mais moi qui connais un petit peu le continent pour y avoir participé lors des déploiements, on leur a toujours laissé l'initiative, il faut leur laisser l'initiative parce que c'est eux qui ont la solution. Et je ne pense pas que la solution soit militaire au moment où nous sommes en train d'échanger ce soir en tout cas. Pour l'instant c'est la diplomatie, et comme je vous le disais tout à l'heure, le temps de la diplomatie n'est pas celui du militaire, mais c'est celui du politique, et malheureusement ça peut être long. N'oublions pas, il y a plusieurs pays à contacter, et à nouer des contacts et surtout à s'entendre. Mais vous savez, plus on multiplie les contacts, plus c'est forcément long. Et je pense, et tout de moins je l'espère, que la CEDEAO aura l'intelligence de ne déclencher la solution dite militaire une fois que les solutions diplomatiques et de dialogue auront été épuisées. Et pour l'instant, je crois en cette capacité de dialogue entre les pays, mais c'est le temps de ces dialogues qui permettront, je l'espère, surtout de rétablir l'ordre et surtout la stabilité du Niger, qui est le point essentiel à retrouver, en tous les cas, dans nos échanges de ce soir. Alors, messieurs, le Niger se retrouve également confronté à une crise alimentaire causée donc notamment par la fermeture des frontières avec les pays de la CEDEAO. On l'a évoqué tout à l'heure, donc la fermeture qui empêche donc les aides alimentaires des Nations Unies d'entrer dans le pays. Je vous propose de suivre ce reportage signé Amine Toutar. On en parle juste après.
Entre un conflit politique complexe depuis le 26 juillet dernier et une crise humanitaire qui se profile, beaucoup de Nigériens attendent l'arrivée de l'aide d'urgence bloquée au niveau des frontières avec le Nigeria et le Bénin, en dépit des appels aux acteurs de la crise pour garantir l'accès au Niger aux travailleurs humanitaires et aux fournitures. On a bloqué ici à Malaville, ça fait 22 jours on est là, il n'y a pas marché, il n'y a rien ici. Vraiment, la dépense là, ça coûte plus de 10 000 francs chaque jour. Chaque camion, il y a combien de l'argent? Il n'y a rien, il n'y a rien. Vraiment, on a fatigué même. Bon, maintenant, on ne sait pas, à cause de CAO, on est là, ou bien à cause de problème de coup d'État du Niger, nous, on ne sait pas. Personne n'a pas venu ici, il a demandé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous mangez, notre santé. Personne n'a pas venu nous demander. Nous, on ne sait pas, on nous a prendre otage ou bien quoi. Nous sommes des Africains, nous sommes des Nigériens, il y a des Béninois, il y a des Maliens ici. Devant une telle situation, des agences humanitaires de l'ONU ne cessent de plaider pour une aide internationale aux populations vulnérables déplacées à l'intérieur du pays. Un peu plus tôt dans la semaine, les mêmes instances ont avancé le chiffre de 2 millions d'enfants dans le besoin humanitaire. Un chiffre qui risque de s'amplifier avec l'augmentation des prix de denrées alimentaires. Après presque 4 mois du coup d'État, le Niger semble être dans une impasse politique avec des répercussions humanitaires sur la population et la région du Sahel. Alors Sofiane Baroudi, la région, le pays est déjà assez fragilisé comme ça. Ne pensez-vous pas que la priorité serait d'atténuer les souffrances des peuples de la région via un véritable programme permettant donc de sortir de cette situation ? Bien évidemment, c'est déjà une revendication criante des peuples de la région de lutter déjà contre le sous-développement et la pauvreté endémique qui malheureusement a été perpétuée par un régime néocolonial qui a été imposé par des puissances étrangères pendant des décennies. Et on voit très bien que les sanctions qui ont été imposées au Niger ont déjà des conséquences qui sont catastrophiques et accentuent une situation qui était déjà très précaire et très difficile. Après cela, déjà les sanctions, si vous voulez, c'est déjà une mesure qu'on peut qualifier de mesure martiale, notamment dans la situation dans laquelle se trouve la région sahélo-saharienne. Après, il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, la dynamisation du phénomène et du fléau terroriste dans la région qui risque vraiment qui commence déjà, on voit la multiplication d'attaques terroristes, notamment dans la zone des 3 frontières, qui était déjà particulièrement vulnérable. Il y a aussi, l'invité, M. Pouchelet l'a évoqué, une dynamisation de la rébellion armée, notamment au Tchad, où il y a une situation de confrontation depuis l'assassinat du maréchal Déby par un groupe qui s'appelle le FACT, qui est domicilié dans la région saharienne du Tébesti, aux confins libyens, ce qui risque aussi, si vous voulez, de vraiment intensifier un conflit qui serait un conflit vraiment multilatéral, au risque incalculable, voire désastreux pour une région qui souffre déjà beaucoup. Omar Benberti, la région subit une augmentation ressentie des actes terroristes. Sofiane Baroudi vient de l'évoquer. C'est un fléau qui menace donc la stabilité. Est-ce qu'il risquerait d'être attisé par un déséquilibre conséquent, un conflit dans la région ? Absolument. C'est ce qu'essaye d'éviter notre pays, l'Algérie, à travers la médiation qu'a entamée M. Attaf, de sorte qu'elle puisse réduire au maximum ce risque de déflagration qui va laisser un boulevard ouvert à ces terroristes. Ces terroristes qui, rappelons-les, il faut pas oublier les causes. Les gens ont tendance comme ça régulièrement à oublier, mais les causes, c'est quand l'OTAN a attaqué la Libye. Nous, on a eu du terrorisme pendant 10 ans. On a mis 10 ans à l'éradiquer. L'Algérie, elle s'est prise en charge toute seule. Encore faut-il le rappeler, ça aussi. Et elle a éradiqué ce terrorisme. Mais celui qui est en train de se développer à travers toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est un terrorisme qui a été fabriqué à partir de la déflagration, de l'implosion d'un pays qui s'appelle la Libye, où ils avaient des stocks d'armes à leur disposition. Mais qui a aidé à ça? That's the big question. Ça, c'est une question à laquelle nous avons une réponse, nous, qui sommes africains. Mais nous savons très bien que ce sont ces gens-là qui cherchent à mettre en place une déflagration, de sorte que l'Algérie se bat bec et ongle pour essayer d'éviter ce genre de situation. Ce qui se passe au Tchad n'est pas nouveau. Ça fait 40 ans que le Tchad est dans cette situation.
C'est pas l'affaire du maréchal Déby ou autre. Et les Français ont une part prenante là-dedans à 1000%. Tout le monde le sait. Il n'y a pas lieu de réinventer l'histoire ou de la réécrire. Il faut que les gens apprennent à appeler un chat un chat. Et ce n'est pas une peluche poilue. À partir de ce moment-là, je termine si vous permettez, la déflagration et les conséquences seront catastrophiques. Mais concernant par exemple ces populations appauvries, on dit pauvres, mais elles ont été appauvries. Ces populations appauvries, c'est pas les Nations Unies avec l'humanitaire qui va les aider. Le Burkina Faso et le Mali les aident déjà, mais c'est la fermeture de la frontière avec le port de Cotonou qui a mis les camions que nous avons vus tout à l'heure sur vos images. Ce sont des camions qui n'appartiennent pas aux Nations Unies. Ce sont des commerçants qui font du business entre le port de Cotonou et le Niger. Très bien. Très bien. Jonathan Batengouene, très rapidement. Tout à fait. Tout à l'heure, M. Benberti a très bien donné surtout les éléments de la fin. Ce qui se passe, c'est que les commerçants n'arrivent plus à partir du port de Cotonou pour le Niger. Il faut noter une chose. On parle de risque humanitaire. Il faut noter que les organisations du système des Nations Unies participent de cette manière d'envenimer la situation. D'abord en présentant le Niger comme étant une source ou comme étant un terreau fertile à la famine. C'est faux. Qui ont bloqué la frontière? Il faut le dire. Nous avons des informations parce que nous avons des relais là-bas au Niger. C'est les soldats nigériens qui ont bloqué la frontière. C'est eux qui ont placé sur le pont qui sépare la ville de Malanville et la frontière nigérienne un conteneur. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire respecter justement l'embargo. Et les qui souffrent. Jonathan Batengouene, très bien. On peut souligner ça parce qu'il faut que les Africains sachent. Ce n'est pas les Nigériens qui se plaignent. C'est les systèmes des Nations Unies qui veulent créer une surenchère en donnant l'impression que les Nigériens sont en train de souffrir. Non, les Nigériens ont bloqué cette frontière parce qu'ils veulent justement que désormais, les camionneurs qui ne sont pas la majorité des Nigériens subissent les effets négatifs des décisions inconséquentes de la CEDEAO. Merci Jonathan Batengouene, merci beaucoup. Merci pour cette intervention très riche, merci beaucoup. On s'excuse, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs, Omar Benberti, d'avoir répondu présent ce soir. Merci également à Manuel Pouchelet, Michel Fayed et à Jonathan Batengouene. Merci également à Sofiane Baroudi de m'avoir épaulé pour cette émission. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Al24.